et à tous. Nous sommes ravis d'organiser ce soir notre traditionnel point de marché avec Odo Asset Management. Nous avons le plaisir de recevoir Victor Fabre, gestionnaire des trois profils présents sur vos contrats Generali Épargne. Pour mémoire, les profils prudents, équilibrés et dynamiques sont disponibles sur ce contrat depuis juin 2012. Notre dernier point avec Odo Asset Management a eu lieu le 7 décembre 2021. Nous n'étions alors pas très éloignés des pics de valorisation sur les marchés financiers. Depuis, les interrogations majeures qui s'esquissaient à ce moment se sont largement renforcées, via notamment une inflation mondiale à des niveaux très élevés. On constate aussi des taux directeurs de banques centrales et les taux de marché qui se sont fortement tendus. Les confinements en Chine se sont étendus. Shanghai, Shenzhen, on apprend que Canton dorénavant est sous cloche, avec une politique de Covid-0 et une portée aléatoire qui gêne les routes logistiques portuaires majeures, et enfin la guerre russo-ukrainienne depuis février. Victor, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces derniers événements et quelle est votre vision macro et les perspectives qui en découlent? Effectivement, il y a eu beaucoup de changements, vous l'avez dit, depuis notre dernier webinaire, et vous avez parfaitement résumé ces points. Donc principalement inflation qui était considérée comme temporaire en décembre et qui s'est révélée être là pour durer et qui n'a même pas atteint son pic finalement. Cette guerre en Ukraine qui a notamment pour conséquence l'explosion des prix des matières premières et l'aggravation de l'inflation surtout en Europe. Cette vague sanitaire en Chine, et enfin les banques centrales qui sont passées à l'action avec plusieurs remontées de taux prévues cette année. Donc tout ceci a forcément un impact négatif sur la croissance des différentes zones. Donc c'est ce qu'on observe en début d'année. Donc sur le graphe effectivement vous voyez ici avec les estimations de croissance, la BCE a revu à la baisse sa prévision de croissance à 2,7% en 2022. Alors qu'elle anticipait en février une croissance de 4%. Même chose pour la Fed aux États-Unis, qui anticipe désormais une croissance de 1,7% contre 2,8% en mars et 4% en début d'année. Et en plus de ça, ces prévisions sont, on va dire, conditionnées par la capacité des banques centrales à pouvoir juguler l'inflation en douceur, on va dire, un atterrissage en douceur, donc le fameux soft landing dont les banquiers centraux parlent en ce moment. C'est donc le fait de contrer cette inflation sans casser la croissance. Victor, on entend beaucoup dans les actualités, justement, sans casser la croissance, peut-être une récession, une petite récession, une récession pilotée. Si récession, peut-être un petit peu moins d'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez, entre parenthèses? Oui, effectivement, on va le voir, on va en reparler probablement dans les différents slides que je vais vous présenter, mais effectivement, c'est le défi en fait des banquiers centraux, c'est de trouver en fait ce juste équilibre entre d'un côté pouvoir réduire l'inflation à des niveaux acceptables et de l'autre ne pas plonger trop fortement en récession. Donc c'est vraiment le challenge des banquiers centraux cette année. D'accord. Et on peut faire un petit focus sur les États-Unis en premier. Donc aux États-Unis, le premier point à noter en fait, c'est l'effondrement de la confiance des consommateurs avec les derniers chiffres de l'indice de confiance de l'Université de Michigan qui tombe à 50,2. C'est des plus bas historiques, hein. C'est très loin des attentes du marché et du niveau de mai qui était aux alentours de 58. En fait, cette baisse de confiance est liée à l'inflation qui est toujours en hausse. On observe une véritable surchauffe de l'économie américaine depuis le début de l'année, liée notamment aux plans de relance massifs qui ont été votés l'an dernier et qui ont provoqué une nette accélération de la consommation des ménages depuis fin 2021. Donc, dans un premier temps, donc, hausse de consommation, notamment sur les biens durables, puis forte tension des prix qu'on a vu donc post-Covid et avec également la guerre en Ukraine. Et enfin, on observe une boucle en fait prix-salaire. On observe une augmentation des salaires, et du coup une boucle prix-salaire qui s'enclenche.
dans un marché du travail qui est extrêmement tendu aux États-Unis post-pandémie. Et on observe sur le graphe de gauche que effectivement les indices des directeurs d'achat, les indices PMI commencent à flancher hein, de 59,2 à 55 pour le manufacturier notamment. On observe aussi que le secteur immobilier montre des premiers signes d'affaiblissement avec les chiffres de vente en baisse et les hausses de taux hypothécaires qui commencent à se faire sentir. En Europe, on a une situation qui est également compliquée avec un risque de récession qui est également très présent. Alors en fait, on avait donc sur le graphe de gauche, on voit toujours cet indicateur de directeur des achats qui montre un petit peu la santé économique des différents secteurs. On avait une croissance qui était plutôt robuste sur les 4-5 premiers mois de l'année. Malheureusement, on a observé une forte chute en juin, de l'indice à 51,9 contre 54,8 sur le mois précédent. L'industrie étant pénalisée par des problèmes d'approvisionnement aggravés par le contexte de guerre en Ukraine. Et on a aussi des ventes au détail qui sont également pénalisées par les pressions inflationnistes. Donc, forcément trop tôt pour tabler sur un véritable apaisement des tensions avec une guerre qui semble partie pour durer. Et donc un choc inflationniste qui est toujours présent sur les matières premières avec notamment, on en parle beaucoup en ce moment, les difficultés d'approvisionnement en gaz. D'accord, merci donc pour ces éclairages. On a bien compris le positionnement de l'Europe et des US. Quelle est votre analyse concernant la Chine qui cherche à relancer sa demande intérieure, après notamment des mises en garde institutionnelles du pouvoir contre les majors des jeux et des divertissements et la directive interdisant de faire des profits avec les sociétés liées à l'enseignement qui a privé d'un claquement de doigts les investisseurs de 100 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe en Chine et quelle est votre vision du marché intérieur chinois et également de tout ce qui les lie aux enjeux extérieurs? Alors en Chine, on a une situation qui selon nous, est également compliquée économiquement, pas pour les mêmes raisons. On n'observe pas de forte inflation comme on peut le voir aux États-Unis ou en Europe. Par contre, on a une situation sanitaire qui s'est aggravée en Chine avec de nouvelles vagues de contamination du variant Omicron. Et en fait, ce qui fait mal, c'est surtout la politique zéro Covid du gouvernement chinois qui est très stricte et qui conduit à la fermeture systématique des plus grandes villes chinoises quand un certain nombre de cas est détecté. Et donc, enfin, c'est ce qu'on voit sur le graphe de gauche, c'est toujours ce même indice directeur des achats qui s'est effondré sur les premiers mois de l'année, donc bien en dessous de 50. Et on observe également une hausse du chômage dans les plus grandes villes chinoises. Donc, on a également, à cause de ça, un indice de confiance des consommateurs sur le graphe de droite qui a également beaucoup chuté. Ensuite, bon, depuis fin mai et sur le mois de juin, effectivement, on a observé une amélioration des conditions sanitaires avec une réouverture progressive des plus grandes villes, ce qui nous conduisent à être assez optimistes sur la zone. Néanmoins, sur les dernières infos, on voit que le Covid n'est pas fini en Chine. Il y a de nouvelles souches qui sont détectées vraiment ces derniers jours, avec donc du coup des nouveaux tests qui sont effectués en masse en Chine. Voilà, je pense que perspective à long terme intéressante, mais chahutée à court terme. Concernant effectivement, l'inflation est un facteur assez global, sauf en Chine. Je vous laisse poursuivre, Victor. Oui, effectivement. Donc, inflation, on pensait avoir atteint le pic d'inflation en mai, mais les prévisions à court terme continuent de grimper avec la hausse des prix des aliments et de l'énergie. L'inflation dans la zone euro est désormais plus élevée et plus persistante. Elle atteint 8,1% en rythme annuel en mai, contre 7,4% en avril. Contrairement aux États-Unis, le principal moteur de l'inflation, ça reste les prix de l'énergie, la hausse des prix de l'énergie.
Et donc la BCE a relevé ses anticipations à la hausse pour l'inflation en 2022 à 6,8% et autour de 3,5% en 2023. Aux États-Unis, même chose, hein, on voit sur le graphe, on a des anticipations d'inflation qui est en forte hausse. On s'attend, on a 8,6% en mai, soit des niveaux records. Hein, on n'a pas vu ça depuis plus de 40 ans. D'accord. Donc, au niveau de cette inflation, on voit bien que les banques centrales sont à la manœuvre à des rythmes totalement différents les unes des autres. On sent surtout sur les grandes banques centrales que sont la Fed et la BCE un décalage flagrant entre le rythme de remontée des taux qui sont menés par ces deux consoeurs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce décalage, alors que l'inflation est très élevée en Europe, elle est, je crois, de 8,5, elle est quasiment au même niveau, au 9 aux US, pourquoi ce décalage de prise en compte de remontée des taux? Oui, effectivement, on a un rythme qui est bien différent entre les États-Unis et l'Europe. Hein. Aux États-Unis, on a la Fed qui a commencé les hausses de taux en mars et qui a continué en début mai et au mois de juin avec des hausses respectivement d'un quart de pourcent, d'un demi-pourcent et enfin de 3/4% en juin, qui est une hausse assez exceptionnelle. Hein. C'est une première depuis 1994 et qui fait suite à des chiffres d'inflation qui ont surpris à la hausse. Alors, pourquoi effectivement ce décalage? C'est parce que la BCE est dans une situation différente parce qu'on ne constate pas encore réellement une surchauffe de l'économie comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'observe pas cette boucle prix-salaire de façon aussi évidente qu'aux États-Unis. Donc, il s'agit principalement d'une inflation importée, donc liée à la hausse des prix de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'elle est sur un rythme, on va dire, plus de normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire qu'on revient petit à petit, donc on sort du territoire négatif des taux directeurs, mais néanmoins, elle n'est pas non plus en train de façon très violente de mettre le frein à main et de freiner une économie en surchauffe. Comme c'est le cas justement aux États-Unis. Donc la différence vient principalement de là. Et effectivement, donc D'accord. en Europe, on a l'Europe a arrêté ses programmes d'achat d'actifs et a annoncé des hausses de taux, donc deux hausses de taux notamment, une première en juillet qui est de 25 points de base et une seconde qui sera en septembre qui sera probablement autour de 50 points de base. Donc, inflation importée, sans doute également liée à la chute de l'euro par rapport au dollar, hein, qui renchérit les importations. Et à partir de ces constats, comment se sont comportés donc les marchés en fait? Forcément, avec autant de mauvaises nouvelles sur la macroéconomie, les marchés n'ont pas pu briller. Hein. C'est ce qu'on voit assez clairement sur ce graphe. Donc, on voit les performances des principales classes d'actifs donc arrêtées à fin mai depuis le début de l'année. On voit que quasiment tout est dans le rouge, donc à quelques exceptions près. C'est assez inédit, vraiment, il faut le souligner. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des marchés actions qui se faisaient chahuter. Mais à chaque fois, dans ces cas-là, on avait la partie obligataire qui permettait d'amortir le choc et de servir un petit peu de refuge. Ici, c'est pas du tout le cas. Il n'y a quasiment pas d'actifs de refuge, à part, donc on le voit, donc les matières premières, notamment le pétrole, forcément, ou alors en devise, le dollar qui a servi de monnaie refuge. À part ça, on voit que sur le segment des actions, on a des baisses entre moins 8% pour, on va dire, moins 8, moins 10 pour les actions de la zone euro, jusqu'à moins 30% pour les actions du secteur technologique mondial et américaine. Donc des baisses très fortes. Et surtout sur le segment obligataire, des très fortes baisses également. On le voit entre moins 8 et moins 14%, ce qui est vraiment assez inédit pour les obligations.
Donc effectivement, si on fait un zoom un petit peu sur les actions, donc ce qui est intéressant en fait, c'est de voir le graphe de gauche. C'est en fait un petit peu la conséquence de cette sous-perf, c'est la baisse des ratios price earning, c'est-à-dire les ratios cours sur bénéfice par action depuis le début de l'année. On se rappelle qu'en fin de l'année dernière, les valorisations avaient atteint des niveaux records. Cette année, c'est réellement un petit peu la bulle qui a explosé, c'est un peu une correction. Donc, on voit que sur les principales zones, ces indices pris sur bénéfice par action sont en dessous des moyennes 5 ans de ces ratios. Donc, c'est assez. C'est une bonne chose que cette bulle des PER ait éclaté finalement. On avait des valorisations un petit peu dingues avec des sociétés qui n'avaient pas encore dégagé de bénéfices et qui étaient valorisées à des niveaux affolants. J'en veux pour preuve Klarna, le spécialiste du paiement fractionné, qui est passé de 55 milliards de dollars de valorisation à 6 milliards en à peine un an. Donc, c'est plutôt salutaire. On peut vraiment parler d'assainissement, oui, effectivement. Je pense que les niveaux, on va dire que les niveaux de l'année dernière correspondaient vraiment un petit peu plus à des bulles. Et d'ailleurs, on en avait parlé, on avait alerté sur le fait que les valorisations commençaient à être vraiment trop élevées concernant les actions de croissance américaines. Et bon, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur le graphe de droite avec cette comparaison entre les actions de type croissance et les actions de type value, donc les actions plus décotées, qui ont forcément bien mieux réagi et bien mieux tenu au contexte de resserrement monétaire et de hausse de taux que les actions croissance qui sont beaucoup plus sensibles aux hausses de taux d'intérêt. Et donc sur le segment obligataire, donc sur l'autre segment, donc pas de surprise en fait également, on a des taux nominaux qui ont fortement augmenté, les taux nominaux 10 ans allemands et américains qui ont fortement augmenté depuis le début de l'année. Et donc la conséquence évidente, c'est du coup la baisse des cours sur l'ensemble du segment obligataire. Hein. C'est ce qu'on voit sur l'histogramme de droite. Donc effectivement, tous les segments obligataires ont été fortement chahutés en ce début d'année. Très bien. Merci Victor pour ces précisions. Donc maintenant, globalement, on a fait un point assez élargi sur la situation économique, sur ce qui s'est passé, sur ce qui risque de se passer, quels ont été les impacts sur les portefeuilles et quelles sont les performances qui ont été enregistrées sur 6 mois. Donc, est-ce qu'on a fait mieux, moins bien que le marché? Est-ce qu'on a fait mieux, moins bien que la concurrence? Et ça, c'est important pour nos adhérents. Oui, bien sûr. On peut voir du coup sur les slides suivants l'ensemble des arbitrages qui ont été faits. Donc voilà, donc c'est celui-ci. Donc on va dire que la première chose qui a été faite en janvier, et c'est vraiment ce qui suivait un petit peu les constats qu'on avait fait sur le précédent webinaire, le fait de se dire que les niveaux de valorisation étaient trop élevés. Donc on a baissé notre exposition aux actions sur l'ensemble des profils. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. Bon, on ne peut pas se vanter d'avoir anticipé la crise en Ukraine, ça c'est sûr, mais en revanche, on sentait que les niveaux de valorisation étaient bien trop élevés et qu'il allait y avoir une correction dans un contexte de resserrement monétaire. Donc ça, effectivement, on a donc baissé les expositions aux actions, notamment l'exposition aux petites capitalisations, aux small cap européennes, mais aussi aux actions de croissance américaines, pour juger les plus vulnérables à ces changements. Et on a introduit donc un fonds donc Métropole Sélection, qui est un fonds value, donc des actions décotées qui justement sont censées mieux résister dans un contexte de hausse de taux. En février, donc on a continué un petit peu les mouvements, donc une baisse toujours des valeurs de croissance américaines, et on a commencé à augmenter le poids des actions émergentes, donc petit à petit. Pourquoi? Parce que effectivement, ce sont des actions qui se traitent sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement bas par rapport notamment aux actions américaines, et que du coup, il y avait un potentiel de croissance intéressante. Et Victor,
Oui. Sur les émergents, on voit bien qu'à part malheureusement quelques cas comme le Sri Lanka récemment, on voit bien qu'elles ont plutôt résisté, les émergentes, sur la crise en règle générale. C'est ça ou pas? Oui, alors effectivement, on va dire que c'est des actifs qui sont à des niveaux de valorisation plus faibles. Généralement, je pense notamment à la Chine, et donc qui se comportent mieux dans un contexte de taux haussiers. Donc c'est pour ça notamment qu'on trouvait intéressant de prendre cette position et de commencer à construire une position sur les actions émergentes. Ensuite, bon, c'est quelque chose qu'on a poursuivi, on va dire, tout au long sur les 3 mois suivants. En avril également, on a continué la baisse des petites capitalisations européennes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué le poids du crédit à haut rendement, qu'on jugeait un petit peu risqué par rapport au risque de liquidité et notamment donc au risque également d'entrer en récession, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et on a donc introduit donc un fonds sur le secteur de la santé, donc un secteur plus défensif, qu'on considère qui peut mieux se comporter dans une période de récession. Et c'est pour ça qu'en mai, dans cette même philosophie, on va dire, on a diminué le poids du secteur bancaire, qui lui aussi est assez vulnérable donc en période de récession. Et on a introduit un fonds d'actions américaines, donc value, les actions décotées. Pourquoi? Pour équilibrer un petit peu notre profil en fait d'actions américaines qui était avant principalement des actions croissantes. Donc là, on a un petit peu équilibré avec de la value. Et on a fini de vendre totalement donc, notre crédit à haut rendement. Et on a augmenté en même temps le crédit à duration courte. Dites-moi, Victor, vous nous avez beaucoup parlé de gestion value. On comprend le profil rassurant sur ces sociétés qui effectivement sont sensibles aux cycles économiques, notamment, et qui sont décotées par rapport à l'actif net. On a parlé de valeurs défensives, les valeurs de rendement qui servent des dividendes souvent très généreux, des sociétés matures, bien positionnées, fortes barrières à l'entrée. Vous en avez aussi dans vos portefeuilles? Oui, effectivement, on a un fonds justement qui s'appelle Euro High Dividend, c'est probablement notre principale pose sur les actions européennes. Donc on en a en forte quantité. Et effectivement, ce fonds-là en particulier, c'est plutôt très bien comporté sur la première moitié de l'année. Donc effectivement, on voit rapidement donc, les performances de l'ensemble des profils. On peut maintenant rentrer en détail sur chacun des profils pour voir un petit peu à la fois l'allocation et surtout les performances. Donc sur le profil prudent, donc on a 13% en actions. Donc c'est cette allocation qu'on a réduit avec, on va dire, assez équilibré entre Europe et US. Pourquoi? Parce que dans les 3% de thématiques, on a des fonds qui sont principalement exposés aux États-Unis. Donc au final, en transparisant, on voit qu'on a un plutôt bon équilibre en fait entre actions européennes et américaines. Et donc du coup, ce changement par rapport à la dernière fois, c'est ce 3% d'émergents qu'on a introduit, avec notamment 1% de Japon qui est là pour également diversifier et qui a plutôt bien résisté sur les 6 premiers mois de l'année. Et côté obligataire, on a du coup donc sorti totalement le crédit à haut rendement et on l'a remplacé par du crédit à duration courte. Donc, du crédit à duration courte, c'est ça, hein, du crédit à duration courte. Exactement. On a un fonds effectivement qui est spécialisé dans le crédit à duration courte. D'accord. Donc on voit que sur les performances, donc celle-ci s'est arrêtée à fin mai, donc on est à moins 3% sur le profil prudent.
Donc, on fait un peu mieux que notre indicateur de référence qui est à -4 et un petit peu mieux également que on va dire la concurrence qui est à peu près à -6,7%. Donc voilà, un profil qui a plutôt bien résisté grâce notamment à une allocation assez défensive sur les actions notamment. Donc profil équilibré, on est à 34% en actions. Donc là aussi hein, assez équilibré en fait entre Europe et États-Unis, avec là aussi comme changement par rapport à la dernière fois cette hausse du poids des actions émergentes. Et on a toujours donc 2% de Japon qui sont là un petit peu pour diversifier les risques. Et même constat que pour le profil précédent, on a rajouté du crédit à duration courte et sorti du crédit au rendement. Donc, concernant les performances, donc on est quasiment au niveau de l'indicateur de référence. Donc on est à -5,8% sur le début de l'année, quand on a une concurrence sur ce même type de profil qui est environ à -8%. Donc là aussi, on a réussi à plutôt bien résister, même si voilà, effectivement en absolu on reste en territoire négatif. Néanmoins, voilà, les positions sur des secteurs de la santé notamment ou sur des actions européennes à haut rendement ont permis un petit peu d'amortir le choc. Concernant le profil dynamique, donc pareil, on a baissé un petit peu l'allocation en actions. Avec une hausse des actions émergentes. Et même constat, on a rajouté du crédit à duration courte et sorti le crédit au rendement. Donc côté performance, on est un petit peu plus déçu sur le profil dynamique. Voilà, on est environ à, on va dire, 1,5, 2 points en dessous on va dire de la moyenne catégorie Morningstar. Voilà, ça s'explique par un positionnement forcément un petit peu plus agressif et du coup des fonds qui ont un petit peu plus sous-performé. Voilà, néanmoins, étant donné que c'est des placements à long terme, je pense qu'il est important de ne pas non plus, on va dire, céder la totalité de ses positions dans le creux de la vague et plutôt avoir un aspect long terme en tête. Bien sûr, il est vrai qu'on recommande systématiquement à nos adhérents d'avoir cette approche de long terme. Souvenons-nous que en 2020, le CAC avait perdu entre 18 février et le 19 mars 39%, et qu'on avait terminé l'année à seulement -7. Exactement. On avait poursuivi avec une année 2021 à plus, je ne sais pas combien, plus 28, je crois. Donc, c'est vraiment la longueur de temps qui fera que ceux qui ont gardé les épaules solides pendant ces périodes de turbulence, après, quand on a rapatrié tout sur le fonds euro ou ailleurs, quand est-ce qu'on réinvestit? On est certain de ne pas réinvestir, enfin quasiment certain en tous les cas de ne pas réinvestir au bon moment, tandis que le gérant a cette lecture avancée en tous les cas des marchés. Bien, merci Jean-Victor d'avoir commenté cette première partie. Beaucoup de questions, on en a segmenté 4 qui nous apparaissent peut-être comme les plus stratégiques de nos adhérents qui interviennent en ligne. L'inflation que vous mentionnez concerne les prix à la consommation, nous dit cet auditeur. Il est convenu que les prix à la production sont dans le monde environ 3 fois supérieurs et vont donc alimenter une violente poursuite de la hausse des prix. Est-il possible qu'un cycle haussier de plusieurs années s'enclenche? Donc là, très clairement, problème inflationniste. Est-ce qu'elle va durer longtemps ou est-ce qu'il faut encore croire nos banquiers centraux qui nous disaient qu'elle était provisoire et qu'elle risque de baisser dès l'an prochain? Ouais, évidemment, ouais, c'est effectivement, je pense, une grande inquiétude. Une grande inquiétude des banquiers centraux aujourd'hui, hein, c'est que l'inflation s'installe et qu'elle perdure. Maintenant, à mon avis, pour que on ait vraiment une inflation qui dure dans le temps, il faut qu'il y ait une boucle prix-salaire, hein, on en a parlé, qui se mette en place et qui du coup va s'auto-alimenter. Donc je pense que les banquiers centraux doivent surtout surveiller ce point pour réagir assez fortement. On le voit, hein, d'ailleurs la Fed réagit très fortement avec des hausses de taux
assez inédite pour pouvoir justement un petit peu casser la consommation et éviter qu'il y ait ce cycle qui se mette en place. Maintenant, effectivement, concernant le transfert entre prix de production et prix de consommation, mais en fait, ça dépend beaucoup du pricing power des entreprises, hein, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir impacter les prix de production sur les prix de vente. Et ça, en fait, c'est extrêmement diversifié entre secteurs. En fait, donc on a des secteurs comme le luxe qui vont avoir aucun mal à répercuter les hausses de prix sur les prix de vente. C'est beaucoup plus compliqué, par exemple, pour la grande distribution. Donc voilà, je pense que ça va dépendre beaucoup des secteurs et je pense qu'il faudra surtout bien observer les changements au niveau des salaires. D'accord. Donc les salaires risquent d'être le carburant pour une éventuelle poursuite forte de l'inflation. Alors, deuxième question de nos auditeurs. Vous nous indiquiez il y a 6 mois retenir les obligations à faible duration. Donc, vous en avez parlé dans votre intervention, Victor, pour contenir leur sensibilité, pour contenir leur sensibilité aux variations de taux. On constate une hausse des taux directeurs des banques centrales et des taux du marché. Confirmez-vous votre position sur cette classe d'actifs, les obligations à faible duration? Alors effectivement, on a un poids assez important sur l'ensemble des profils de nos poches obligataires qui sont investis en duration courte. Ça nous a permis un petit peu de bien résister, notamment sur le profil prudent d'ailleurs, bien résister donc à ce cycle de hausse de taux. Maintenant, est-ce qu'on va tout basculer sur de la duration un petit peu plus longue? Je resterai un petit peu plus mesuré et prudent. Je pense que ces changements doivent se faire de façon assez progressive. Mais effectivement, on est à des niveaux de taux très élevés. Et je pense que ça peut être un bon moment pour changer un petit peu de stratégie et commencer à remettre un petit peu de duration. Donc, là, c'est ce qu'on commence, nous, à faire en ce moment, en fait, à commencer à rallonger un petit peu progressivement la duration dans nos fonds. D'accord. Un autre auditeur nous demande si les mauvaises nouvelles sont toutes intégrées dans les cours de bourse actuels ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir encore des points qui peuvent être enfoncés? On se dirige vers encore des marchés plus bas. Est-ce que les mauvaises nouvelles ont été toutes ou partiellement seulement digérées par les marchés? C'est toujours, c'est toujours un petit peu compliqué à Question dire. piège, question piège. J'ai pas envie de trop m'avancer là-dessus, mais est-ce que les marchés ont vraiment déjà intégré dans les cours des récessions probables en Europe ou aux États-Unis? Peut-être pas totalement non plus. Il y a surtout un facteur qui est peut-être pas pris en compte, c'est les résultats des entreprises, donc la partie micro. La microéconomie. Donc, on va avoir des résultats là qui vont commencer dans les jours qui viennent, les résultats trimestriels des entreprises. Et on va justement voir un petit peu en fait, quels sont les impacts de la macroéconomie sur les entreprises. Est-ce que les prix vont décevoir plus qu'attendu? Est-ce que les résultats vont décevoir plus qu'attendu? Donc ça, je pense que c'est un indicateur qui n'est pas forcément présent dans les cours. Et qui peut chahuter le marché à la hausse comme à la baisse. Donc, je pense que il va falloir, on va dire, surveiller de très près dans les jours qui viennent les résultats des entreprises. Bon, donc un petit peu de patience. Autre question de la part de nos auditeurs. Vous nous indiquiez en mai un allègement du poids des secteurs bancaires, alors que la remontée des taux favorisera leur rentabilité intrinsèque. Qu'en pensez-vous? Alors, on a un secteur bancaire qui s'est surtout très bien comporté l'année dernière. On observe un petit peu de difficulté dernièrement sur le secteur bancaire. Pourquoi? Parce que, alors ok, on a un cycle de remontée de taux, mais on a surtout des actions assez fortes des banquiers centraux qui pourraient provoquer des récessions, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et donc les actions bancaires, qui sont des actions comme toutes les actions cycliques, en fait, sont
très négativement impacté en période de récession. Donc, attention à avoir trop de bancaires, en fait, si que ce soit l'Europe ou aux États-Unis, on se dirige vers une récession. D'accord. Donc, une question complémentaire sur votre faculté à arbitrer. Lorsque vous arbitrez, vous avez totale latitude pour arbitrer à tout moment ou est-ce que vous êtes contraint par des arbitrages trimestriels, mensuels, semestriels, oserais-je dire, mais est-ce que vous avez, vous, fait du sur-mesure sur vos allocations d'actifs? Ah oui, alors on n'a pas du tout de contraintes en termes de fréquence ou de temps, on va dire, de timing. On n'est pas contraint à faire des rebalancing, que ce soit mensuel ou trimestriel. On le fait justement quand on a la conviction que c'est le bon moment pour les faire. Après, forcément, on ne peut pas non plus investir dans n'importe quoi. On a des listes d'OPC, de fonds qui sont définies à l'avance, dans lequel du coup on peut piocher pour s'adapter au mieux au marché. Très bien, eh bien merci. Dernière question, Victor. Est-ce que vous êtes, alors on en revient aux émergents, hein, qui apparemment intéressent beaucoup de monde, hein, c'est une classe d'actifs qui est très risquée, mais sur lequel le potentiel est important. Êtes-vous couvert contre le risque de change sur ces actifs émergents qui, en réalité, n'ont pas vraiment démérité depuis 2 ans, nous dit cet auditeur? Oui, effectivement. Alors nous, on est exposé aux actions émergentes qu'il y a donc un seul OPC. Donc un fonds de JP Morgan, donc centré sur les actions émergentes, donc qui lui habituellement ne se hedge pas, ne se couvre pas contre le risque de change. Donc ça nous permet effectivement de capter une certaine diversification par ce biais-là. Et oui, effectivement, c'est avec la forte baisse de l'euro, on va dire cette année, c'était pas non plus une mauvaise idée d'avoir ce genre de position. Bien, merci Victor pour votre intervention. Une très rapide conclusion pour bien entendu souligner la difficulté de défricher les tendances et en sous-jacent les opportunités actuelles sur les marchés financiers, les marchés mondiaux. Faire confiance à un professionnel qui saura vous guider en obtenant sur le temps long une performance historique régulière et en phase avec celles qui sont attendues. Pour mémoire, 2,5 sur le profil prudent, 5% sur le profil équilibré et 7% sur le profil dynamique. C'est ce que nous propose le gérant. Et pour illustrer s'il en était la phase actuelle, notons en forme de clin d'œil que les 2 plus mauvaises performances boursières à fin juin sont enregistrées par les 2 frères ennemis en géopolitique, soit l'indice russe, le MOEX, et le Nasdaq US, alors que les 3 meilleures performances à fin juin, en tenant compte de leur conversion en devises locales, placent sur le podium respectivement l'indice turc, le BIST, l'indice nigérian et enfin l'indice phare du Chili. Je ne doute pas un seul instant que ce podium n'aura pas échappé à tous les gérants de la place et surtout pas à Victor, que je remercie une fois encore pour sa participation. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et à très bientôt sur nos lignes. Merci beaucoup. Au revoir.